Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo résumé WWE de la semaine. Donc comme chaque semaine, je vais parler de tous les shows WWE de la semaine. C'est le résumé WWE de la semaine du 25 au 31 janvier. En plus de chaque semaine, je vais parler d'un show en plus. Je vais parler de Superstar Spectacle. C'était un show qui s'est déroulé mardi sur le WWE Network. Voilà, c'était un show spécial. Je vais en parler parce que j'ai pas fait de review spéciale parce que selon moi ça sert un peu à rien et je préfère l'intégrer ici dans cette vidéo. Et donc voilà, il y aura un show de plus, mais en soi je vais toujours faire le même format pour ce résumé WWE de la semaine. Et je vais donc commencer par WWE Raw, show qui a commencé avec une promo de Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre qui vient sur le ring, qui fait sa petite promo, qui parle de son match contre Goldberg au Royal Rumble, match attendu de tous, évidemment, son match contre Goldberg. Et du coup, il se fait premièrement interrompre par le Miz et John Morrison. Voilà, le Miz qui est actuel détenteur de la mallette Money in the Bank et qui parle de son futur cash-in, voilà, contre que ce soit McIntyre ou Goldberg champion. Voilà, du coup, t'as Goldberg qui arrive, t'as une espèce de confrontation entre les quatre, voilà, et ça se finit par McIntyre qui fout un Claymore au Miz et Goldberg qui fout un Spear à Morrison, voilà. Et du coup, t'as un peu Goldberg qui sont en mode on se respecte, voilà, on va s'affronter, on se tape pas avant l'affrontement, hein, parce qu'il faut quand même pas, faudrait quand même pas que Goldberg se prenne un coup avant de catcher, parce que sinon il va se blesser. Non mais, enfin voilà, mais dans tous les cas, c'est un peu dans le but de montrer que c'est deux grands qui vont s'affronter au Rumble, et ça décrédibilise encore plus le Miz et Morrison, alors que le Miz a la mallette Money in the Bank, c'est pas ouf, hein. Je trouve pas ça ouf personnellement. Donc du coup voilà, on va pouvoir passer au premier match du show. Le premier match du show, c'était Charlotte Flair contre Shayna Baszler. Ça s'est fini en no contest au bout d'une minute. T'as eu des interventions de partout. T'as eu Nia Jax, t'as eu pour Lolo, c'était nul. J'ai mis 0, hein, perso ça dure qu'une minute. En plus forcément, même pendant une minute l'action n'est même pas spécialement folle. Donc bon, j'ai pas trouvé ça bien du tout, j'ai même trouvé ça nul. Ça ne sert à rien, ça n'avance à rien. Après, tu débouches sur un six-woman tag, j'en parlerai juste après. Mais du coup, le Charles Flair contre Shayna Baszler, c'est clairement un truc qui sert à rien. Pour moi, c'est zéro. Ça dure qu'une minute et puis tout est même pas bien exécuté, quoi. C'est triste à voir. Et du coup, on va passer justement à ce fameux six-woman tag. Le fameux six-woman tag, c'est Lacey Evans, Nia Jax et Shayna Baszler qui ont battu Charlotte Flair, Dana Brooke et Mandy Rose au bout de 9 minutes de match. C'était nul, c'était dégueulasse. C'est pas bien, ce qui est pas surprenant vu les noms, hein. Il y a plein de botches, les storylines sont pas intéressantes, le catch est pas bon, le finish est même pas bon. Et malheureusement, ça montre un peu ce qui est actuellement la division féminine d'Euro, quoi. C'est que des matchs vraiment atroces, qui ne... Franchement, moi je mets 0,75 et encore, je suis assez gentil, quoi. C'est vraiment, vraiment mauvais. C'est vraiment la division féminine d'Euro en ce moment, c'est zéro, clairement. Ils ont besoin de sang frais, clairement. C'est pour ça que j'en ai parlé dans ma vidéo pronostic du Royal Rumble. Je pense que Rhea Ripley va débarquer. Ils ont besoin de sang frais, là, ils en peuvent plus, les mecs. C'était, non, clairement, c'était clairement nul ce Six Woman Tag. Clairement, il y a rien d'intéressant. En tout cas, s'ils continuent avec le Lacey Evans, Charlotte Flair, enfin voilà, c'est pas intéressant du tout. Du coup, on a ensuite Xavier Woods qui va affronter un nouveau membre de Retribution, c'est cette fois-ci Slapjack. Et au bout de 3 minutes, Xavier Woods va finir par remporter le match. Alors personnellement, j'ai pas trouvé ça intéressant. J'ai mis 2,25 parce que c'est quand même ça va. Mais en soi, c'est clairement pas ouf, hein. Soit, c'est toujours la même chose chaque semaine. T'as Xavier Woods qui se fait frapper par un mec de Rétribution. Là, cette fois-ci, il réussit à gagner le match, mais ils attendent que Kofi Kingston revienne. Enfin voilà, je trouve pas ça bien. Le match en soi est pas bien. Après, t'as une promo de Mustafa Ali que je trouve super, qui va annoncer qu'il sera dans le Rumble. Il sera dans le Rumble en prenant la place de Kofi Kingston. Et c'est là où je veux en venir quand je dis que Mustafa Ali c'est un de mes favoris pour le Rumble, parce que le fait qu'il prenne la place de Kofi Kingston, comme Kofi Kingston avait pu prendre sa place dans l'Elimination Chamber en 2019 avant d'aller à WrestleMania et de devenir champion du monde, je me dis que Mustafa Ali quelque part c'est un peu dans le callback du truc, quoi. Mais en soi, Mustafa Ali reste quelqu'un qui a très peu de chances de gagner le Royal Rumble, mais personnellement ce petit élément là me fait croire en une possible victoire de Mustafa Ali. Moi, j'ai trouvé ça génial après Mustafa Ali dans son rôle de heel. Voilà, Rétribution est super mal booké. Je conçois que le booking de Rétribution c'est vraiment naze. Rétribution c'est même pas un clan crédible, rien du tout. Mais Mustafa Ali, son travail au micro en tout cas avec Rétribution en tant que leader, je trouve ça super. Et encore une fois, une très bonne promo de la part de Mustafa Ali qui annonce son entrée dans le Rumble. Et
encore plus intéressant à la place de Kofi Kingston. Du coup, on débouche ensuite sur un match entre Sheamus et John Morrison. Ça a duré quasiment 2 minutes. J'ai trouvé ça bien, personnellement, j'ai mis 2,75 parce que ça reste pas non plus foncièrement fantastique, mais les deux mecs sont bons, donc pourquoi pas, quoi. Les deux mecs sont bons, donc forcément, ça va donner de la bonne action. Et ça m'étonne absolument pas d'ailleurs que ça donne de la bonne action entre les deux. Euh, Franchement, Sheamus c'est de plus en plus intéressant. C'est lui qui gagne. Je trouve ça logique. Après, Morrison, t'auras le temps de le reconstruire un peu après. C'est pas grave. C'est plus pour le booking du Miz que je gueule un peu. Mais le booking de Morrison, moi, tant que je sais que dans 1 ou 2 mois tu pourras le reconstruire, donc ça me dérange pas trop. Même après, dans tous les cas, Morrison c'est pas quelqu'un qui va avoir des gros plans chez WWE cette année. Mais enfin voilà. Là, le match Sheamus Morrison est bien. Pour l'instant, c'est le meilleur match depuis le début du show. Bah, de toute façon, c'est clairement mon deuxième match préféré du show en tout cas, qui n'est pas étonnant vu des noms présents dans le match. Et du coup, on va passer justement à mon match préféré du show. Mon match préféré du show, c'était The Miz et John Morrison contre Sheamus, parce qu'après, tu débouches sur un handicap match. Sheamus, il se fait attaquer, voilà, tu as un handicap match de Miz et Morrison contre Sheamus. Sheamus réussit à mettre KO Morrison, voilà. The Miz en profite, Skull Crushing Finale, il fait tomber sur Sheamus, super. Voilà, là je me dis, le Miz est bien booké. Le Miz est booké comme un heel qui va prendre la victoire un peu cheap, tu vois. Mais ça me dérange pas qu'il prenne la victoire cheap dans le sens où il est Mister Money in the Bank. Et le but d'être Mister Money in the Bank, c'est de savoir faire du cheap, tu vois, pour prendre le truc, parce que pour prendre le titre, pour prendre le titre avec la mallette Money in the Bank, de toute façon, ça va être cheap, voilà. Et quand The Miz va cacher sa mallette et devenir champion, enfin, selon moi, c'est ce qui va se passer, ça va être un truc ultra cheap et ultra volé et tout ce qu'on veut, et The Miz, il pourra se faire huer autant qu'on veut. Et ça, c'est super, d'ailleurs. Et voilà, là, la victoire, je la trouve intelligente de la part du Miz. Tu le présentes comme quelqu'un d'intelligent, ce qui est rare à Raw, que le Miz soit présenté comme quelqu'un d'intelligent. Tu l'as vu en opener, où il se fait tabasser par Goldberg et McIntyre. Mais enfin, tabassé, il se prend qu'un move, mais un finisher, voilà. Et en toi, le match dure 7 minutes, mais je trouve que c'est très bien. Tim Morrison ressort un peu over également. Sheamus, ça l'impacte pas vu qu'il perd dans un 2 contre 1. Donc moi, personnellement, ça me dérange pas pour le booking de Sheamus, qui reste toujours, en tout cas, Raw bon favori pour remporter le Royal Rumble. Si, bien sûr, le Rumble va pas à SmackDown avec Daniel Bryan. Mais voilà, personnellement, moi, ça me choque pas de voir ce match. C'est quelque chose de bien. Tu fais une construction 50-50. D'un côté, tu construis le Miz et d'un côté, tu construis Sheamus. Et même Morrison ne reste pas ultra décrédibilisé, donc moi, ça me va. Et d'un point de vue de leading, ça reste mon match préféré du show, personnellement. J'arrive à 3 étoiles. Bon, voilà, vous vous en doutez, c'est Raw, c'était pas fou, hein, cette semaine. Vous vous en doutez. Mais voilà, moi, j'arrive sur un 3, c'est mon match préféré du show. Ça reste bien, voilà, ça reste bien. Du coup, on va passer ensuite à un match qui opposait AJ Styles à R-Truth, qui a été booké un peu plus tôt dans le show par Adam Pearce. Le match a duré 2 minutes 30 pour voir une victoire d'AJ Styles. Personnellement, j'ai trouvé ça cool pour ce que c'était. J'ai mis 2,75. Certes, ça dure que 2 minutes 30, mais l'action avec AJ Styles, c'est toujours bien. Franchement, moi, j'adore chaque move, ce qui se passe avec AJ Styles dans le ring, c'est tellement fluide. C'est super. Franchement, AJ Styles, c'est un des mecs, sur un match super court, il peut te faire un truc super. Et là, c'est ce qui se passe. T'avais eu un match contre Drew Gulak il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, où j'avais mis 2,75 également. Pourtant, ça dure 3 minutes. Et enfin voilà. Personnellement, le Styles qu'on retrouve, j'ai vraiment bien aimé pour ce que c'était. Voilà, vu que ça dure que 2 minutes 30, évidemment, je peux pas aller à 3. Hein. Personnellement, moi, je me bloque avant 3 juste à 2,75. Et je trouve que c'était bien pour le peu de temps qu'ils avaient. Ça montre bien AJ Styles avant le Royal Rumble. Et Homos c'est super. Hein. Homos dans son rôle est toujours aussi super. Moi personnellement, j'aime beaucoup le booking d'Homos en tout cas. Et donc du coup voilà pour ce petit match, il n'y a pas grand chose à dire parce que voilà c'était très court et victoire d'AJ Styles très rapide. Et on va pouvoir passer maintenant à un Gauntlet match qui c'était un 3 contre 1. En fait c'était Riddle contre le Hurt Business, contre Cedric Alexander, MVP et Shelton Benjamin, dans le but de si Riddle gagne, il a un match pour le championnat US contre Bobby Lashley. Bon, on ne sait pas encore quand aura lieu ce match, mais bon, ce sera sûrement au Royal Rumble, enfin, je le pense personnellement. Euh, Riddle, du coup, élimine en premier Shelton Benjamin avec une distraction de Cedric Alexander. J'espère pas que. Bah, de toute façon, je pense pas que leur business va split, mais personnellement, la distraction de Cedric Alexander, ça me dérange pas dans le but de protéger un peu le Hurt Business, de protéger Shelton Benjamin. MVP se fait éliminer directement après. Voilà, il se fait dégager peut-être une dizaine de secondes après. Et Cedric Alexander finit tout le truc, c'est celui qui dure le plus longtemps, c'est le mieux booké. Cedric Alexander perd par roll-up. Alors oui, là ça m'a dérangé. Que Cedric Alexander perde par roll-up, j'aurais préféré que Cedric Alexander se fasse défoncer clean par Riddle, dans le sens où vu que c'est le dernier mec dans le gauntlet, vu que c'est le dernier mec qui affronte Riddle, bon évidemment Riddle allait gagner, ça c'est pas une surprise, c'est logique de voir Riddle gagner, mais dans le sens où Riddle, pour avoir une chance au titre, le mec, il a une victoire clean contre un manager, quoi. Et il a battu Benjamin par distraction et Alexander par roll-up. Et moi, je trouve ça tellement une mauvaise construction de challenger, mais c'est dingue. En fait, un challenger, pour une fois, un challenger qui peut être crédible au titre US,
tu lui donnes une chance, il perd en 1 minute 30, tu lui fais gagner un gauntlet contre 3 mecs pour avoir une chance, ok, ça le recrédibilise un peu, mais tu le fais gagner, mais rien de bien dans sa construction en fait. Le gauntlet, moi je le trouve inutile. Moi je peux pas mettre plus de 2 ennemis parce que même si le catch est super, la construction est nulle. Vraiment, la construction du gauntlet est mauvaise. Et je comprends pas comment tu construis un challenger au titre S, surtout avec un champion pardon tel que Bobby Lashley. Je comprends pas comment tu construis un challenger comme ça sur le long terme. En plus, Riddle, c'est un mec qui a été construit sur le long terme en tant que challenger de Bobby Lashley. Je comprends pas comment tu le construis en lui faisant gagner rien clean, voilà, à part contre un manager. Et ça me dérange beaucoup personnellement, et c'est pour ça que j'arrive à 2,5 dans le sens où je suis pas du tout d'accord avec le booking du match. Du coup, voilà pour ce gauntlet. Ensuite, tu as Edge qui fait une promo qui annonce son retour et qui entrera dans le Royal Rumble. Voilà, il annonce qu'il rentrera dans le Royal Rumble 1 an après son retour de plus de 9 ans de blessure. Voilà. Euh, Ça me plaît, moi j'avais envie de voir Edge dans le Royal Rumble. En soi, que son retour soit annoncé, ça me dérange absolument pas, étant donné que c'est pas comme si c'était l'année dernière que ça avait été annoncé, quoi. Moi, que ce soit annoncé cette année, bon, je m'en fous. Pour moi, Edge, maintenant, depuis qu'il est revenu l'année dernière, c'est devenu un catcheur dans le roster comme les autres, voilà. Moi, ça me dérange pas du tout, contrairement à certains qui peuvent être dérangés par le fait que ce soit pas la surprise et le retour de Edge, mais on s'en fout. De toute façon, il y a même pas de foule, donc, enfin, il y a même pas de foule. C'est une foule virtuelle, t'as Kevin Dunn, il s'amuse avec ses bruits dans le camion de la régie, mais voilà, c'est une information intéressante, mais pour moi pas mal. Et du coup, on va pouvoir passer au main event. Le main event, c'était Asuka qui défendait son titre féminin d'Euro contre Alexa Bliss. Et le match a duré exactement 12 minutes 30 pour un no contest, hein, un no contest, parce qu'il faut peut-être décrédibiliser Alexa Bliss pendant le match, ça a plein de trucs mais dégueulasses. D'Alexa Bliss, nouveau personnage, tout ça. Elle essaye d'avoir de l'acting, mais c'est nul. Elle est ennuyeuse. Franchement, j'aime bien Alexa Bliss en tant que catcheuse. C'est une bonne catcheuse sur le ring. Franchement, ça va. Alexa Bliss, quand elle catch, ça va. J'ai pas de souci avec ça, contrairement à beaucoup de monde, je pense. Mais son gimmick actuel, là, avec oh, le film, de tout ça, je peux pas, je supporte pas. Elle essaye de faire des choses assez surnaturelles, mais c'est vraiment mal fait. Moi, personnellement, ça me sort du match et je mets 1 étoile, quoi. Ouais, un match de Asuka où je me retrouve à mettre un. Ouais, comme j'avais dit la semaine dernière, pardon. C'est très rare. C'est même, vraiment, ça me fend le cœur de mettre des notes comme ça au match d'Asuka, mais Alexa Bliss gâche tout parce que toute la construction est tournée autour de son personnage. Et si son personnage me convainc pas, mais alors me convainc pas du tout et que me déplaît à mort, ben c'est mort, quoi. Voilà, c'est mort. Du coup, tu as Randy Orton qui fait RKO Alexa Bliss. Après, pour finir le show, ok, d'accord, je m'en fous, quoi. Si tu veux, tu vas faire un Randy contre un nouveau Bray Wyatt. Ça va même plus être le film, de toute façon, parce que le film, c'est mort, hein, clairement, le film. Enfin, j'espère pas, parce que moi, je me fais chier, personnellement, devant le film. Autant au début, j'aimais bien, mais voilà, ça me fait chier maintenant, clairement, le film qui dégage, quoi, qui dégage clairement. Et c'est bon. Pauvre Asuka, quoi, la meuf a une rivalité dégueulasse. J'espère qu'elle aura un autre programme pour WrestleMania. Même un match contre Charlotte Flair pourrait être meilleur. Ouais, ouais, même un match contre Charlotte Flair parce que au moins Charlotte Flair essaye pas de faire des choses surnaturelles dégueulasses, voilà. Et puis Asuka a réussi à faire un bon match contre Nia Jax, hein, donc pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Et du coup, voilà, pour ce Raw était clairement pas bon en soi. Moi, personnellement, ce que je conseille du show, c'est la promo de Edge, hein, la promo de Edge, et puis le handicap match Miz et Morrison contre Sheamus, qui montre bien que Miz est quand même bien booké. Voilà, avant le Rumble, dans la perspective du Royal Rumble et de peut-être un cash-in, même si je ne pense pas que c'est ça qui va arriver. Tu bookes toujours bien un Mister Money in the Bank, et vu qu'il n'avait pas été bien booké ces derniers mois, voilà. Moi, personnellement, le match handicap, personnellement, c'est le match que je conseille en tout cas du show. Et du coup, après cette review de Raw, on va pouvoir passer à Superstar Spectacle. Donc, Superstar Spectacle, c'est le fameux show qui était dans le but de promouvoir le futur NXT 1, voilà, le catch avec des Indiens, la WWE, voilà. C'est déroulé mardi, c'est diffusé sur le network à 15h30, j'avais rien d'autre à foutre, j'ai regardé ça. Je vais y passer rapidement hein, parce que c'était clairement pas ouf. Je vais commencer du coup avec l'opener, c'était Finn Balor contre Guru Raj. Ça a duré 7 minutes, victoire de Finn Balor. Logique avec son 1916. Pour moi, c'est le meilleur match du show, j'ai mis 3 étoiles. Très bonne performance de Finn Balor. Guru Raj est cool. Franchement, Guru Raj, c'est le meilleur des nouveaux catcheurs indiens qu'il y avait dans le show. Hein, qu'on soit bien clair. Guru Raj, c'était le meilleur, je pense.
Ça m'étonne pas, voilà. C'est un peu un high flyer, voilà, il est bien cool et Finn Balor fait une très bonne performance, donc moi ça me gêne pas du tout. Voilà, je mets 3 parce que pour moi ça vaut pas grand chose de plus, étant donné que le catch est pas si long que ça, 7 minutes, et qu'il y a rien de vraiment accrocheur, très accrocheur en tout cas au match, ou à la construction du match en tout cas. Du coup voilà, victoire de Finn Balor. On passe maintenant à un 8-man tag team match, c'était Dilcher Shanky, Giant Zangief, Rey Mysterio et Ricochet contre Cesaro, Dolph Ziggler, King Corbin et Shinsuke Nakamura. Ça a duré 6 minutes 30 pour une victoire de Shanky, Zangief, Mysterio et Ricochet avec Rey Mysterio qui fait le tomber sur Cesaro avec une aide de Giant Zangief. Alors juste le match est mauvais. Clairement ça m'a pas plu. J'ai mis 2,25, c'est l'avant-dernier pire match du show, voilà, c'est clairement, enfin c'est le deuxième pire match du show en tout cas. Euh, Giant Zangief, il est nul à chier. Giant Zangief, c'est chaud. Autant Dilcher Shanky, j'ai trouvé ça aller. Mais Giant Zangief, c'est un Braun Strowman bis, quoi. Le mec, il sait rien foutre sur le ring, il bouge pas. Il fait 2 prises. Oh, il est nul à chier, Giant Zangief. Tu sens, mais c'est un Braun Strowman 2, en fait. Et encore, je pense que Braun Strowman peut-être bouge un peu plus que Giant Zangief. C'est vraiment, pour que j'en vienne à dire que Braun Strowman bouge plus qu'un mec sur le ring, c'est chaud. Et voilà. Giant Zangief est nul en tout cas. C'est lui qui me fait redescendre la note à 2,25 parce qu'en soi, t'as du beau catch, t'as une très bonne performance de Dolph Ziggler. Et Cesaro qui job contre des Indiens pour un show, pour un out show glorifié aussi, ça me plaît pas parce que Cesaro, c'est un mec où tu crois qu'il peut gagner le Royal Rumble et d'un seul coup, tu le vois jobber contre des Indiens, quoi. Tu te dis putain, merde, quoi. Oh là là. C'est assez chiant, quoi. C'est vraiment. T'as des mecs qui sont inconnus au bataillon, ils arrivent et ils battent Cesaro, quoi. Bon, après, c'est Rey Mysterio qui fait le pin, mais même à ça, quoi. Même à ça, c'est. Bah, je préfère que ce soit Rey Mysterio qui fasse le pin que Giant Zangief, hein, parce que clairement le niveau est quand même tout autre. Hein. On va pas se mentir, mais voilà 6 minutes 30 qui auraient clairement pu être évitées et qui sont sauvées par Dolph Ziggler. Hein, Dolph Ziggler MVP du match. Cesaro aussi fait une bonne performance. Ricochet descend. Voilà, Ricochet descend, mais clairement Giant Zangief est nul. Euh, c'est pauvre Cesaro, voilà le rip le push de Cesaro en tout cas. Euh, du coup, on va passer maintenant au troisième match du show, c'était AJ Styles contre Jit Rama. Alors ce match, j'ai mis 3 étoiles, j'ai trouvé vraiment que ça allait, c'est pour moi le deuxième meilleur match du show, donc voilà, c'est le deuxième match où j'ai mis 3 étoiles avec l'opener qui opposait Finn Balor à Bourrourage. Jit Rama, clairement, j'aime pas. J'aime pas l'in-ring de Jit Rama, je le trouve pas crédible, en fait, je trouve pas que ce soit un catcheur crédible, en tout cas dans son selling, tout ça, je trouve pas que ce soit un catcheur très crédible, Jit Rama. Mais pour moi, AJ Styles fait une très bonne performance. Avec AJ Styles, ça peut pas être mauvais en fait. Enfin voilà, comme je dis chaque semaine à Raw, t'as des matchs d'AJ Styles, ils ont court mais tu perds. T'as eu des bons contres, des bons retours, voilà. Rama est bien mis en avant par Styles. Finit par gagner logiquement. Pas très intéressant, mais cool pour ce que c'était, voilà. Bien cool pour ce que c'était. Pour moi, c'est un 3. J'aurais pu dire que c'était le meilleur match du show, mais en soi, j'ai été un peu plus impliqué dans le Balor Rage, qui était certes plus court, mais voilà. Du coup, le Styles contre Rama, voilà, c'est 9 minutes, c'est 2 minutes de plus que le premier match, mais voilà, c'est resté assez bien en tout cas. Du coup, ensuite, on va passer à Charlotte Flair et Sarina Sandhu contre Bayley et Natalia. C'était le seul match féminin qu'il y avait dans le show. Ça a duré 6 minutes pour voir une victoire de Charlotte Flair et de Sarina Sandhu. C'est même Sarina Sandhu qui va faire le pin. J'étais content. J'étais content que ce soit pas Charlotte qui fasse le pin et qu'on mette en avion Sarina Sandhu parce que je la trouve assez cool dans le ring personnellement. Et en soi, voilà, ça reste bien, c'est dur que 6 minutes. Moi, j'ai mis 1,75 parce qu'il y a des moments très très sloppy. Tu sens que Bailey et Natalia ont pas d'alchimie en tant que tag team. Voilà, c'est pas forcément bon. Voilà, tout le long, ça a des moments assez sloppy. Mais bizarrement, la MVP du match, c'est Sarina Sandhu. Voilà, la MVP du match, elle est cool. De ce qu'on a vu dans le match, franchement, ça reste bien, même si le match reste mauvais. Hein. Mais voilà, ça reste bien. Sarina Sandhu, c'est le pire match du show, mais au moins ça m'a un peu surpris. Voilà, ça m'a un peu surpris de voir une belle performance de Sarina Sandhu que je connaissais pas avant. Voilà. Et, voilà, Bailey et Natalia, faut pas remettre en tag team en tout cas. Et du coup, voilà pour ce premier event. On va passer maintenant au main event. Le main event, c'est un six-man tag team match avec Jinder Mahal et les Bollywood Boys qui faisaient équipe, le Jinder Mahal qui faisait équipe, pardon, avec les Bollywood Boys, qui affrontait l'équipe composée de Drew McIntyre et de Indusher, donc Rinku et Sorab. On a vu une victoire de Drew McIntyre et Indusher en 9 minutes. Personnellement, j'ai bien aimé le match. J'ai mis 2,75. Je trouvais clairement que l'action était cool. J'ai bien aimé le work de Jinder Mahal. Ouais, ouais, j'ai bien aimé le work de Jinder Mahal. J'ai bien aimé ce qu'il a fait en tout cas sur le ring, c'était bien, il a eu un bon heel work, voilà, c'est rare, mais j'ai bien aimé Jinder Mahal, voilà. J'ai bien aimé ce qu'a fait Jinder Mahal. Putain, j'ai eu un problème aussi avec Ric Flair avant le match, qui oublie complètement son work de gimmick,
Pour lui, il s'en fout de ce qui se passe à Raw, c'est nul. Mais Ric Flair, mais il doit pas être là. Mais pourquoi il est là, Ric Flair? Il manage McIntyre et Butcher, là, mais il sert à rien. Faut s'arrêter, quoi. J'ai bien aimé ces lignes de Mal, du Claymore Kick, voilà. Drew MVP, évidemment, hein, 2,75, voilà. Ça reste un main event décent pour conclure un show personnellement qui m'a pas plu, hein, honnêtement. Ça reste pas dégueulasse, mais ça m'a pas plu, ça m'a pas convaincu, et en soi, je comprends le but du show, et ça m'a pas plus dérangé que ça de voir le show, voilà, c'est pas trop long. Quand tu le vois en direct, ça aide vraiment de le voir en direct, et voilà, en tout cas, voilà pour ce Superstar Spectacle qui est un show spécial du WWE. On va passer maintenant à WWE Main Event. Alors WWE Main Event, il y a eu deux matchs comme d'habitude, hein, je vais y passer rapidement. Tu as commencé avec Angel Garza contre Humberto Carrillo, que personnellement j'ai bien aimé, j'ai mis 3 étoiles, ça dure que 5 minutes pour avoir une victoire d'Angel Garza avec son Wing Clipper. C'était un truc qui montrait bien le talent des deux sur le ring. J'espère vraiment qu'Angel Garza va avoir un push à Raw vu tout le main event qu'il accumule, tout le momentum pardon, qu'il accumule à main event. Un bon callback à leur feud du début 2020, voilà. Et le match reste vraiment sympa à voir. C'est même pas le meilleur match du show parce que j'ai préféré le main event, voilà. Mais franchement, c'est un bon 3. Moi, j'ai trouvé ça très solide en tout cas. Quand tu vois les deux catcheurs sur le ring, c'est pas étonnant. Et voilà, j'espère vraiment avoir un prochain push d'Angel Garza. Du coup, je vais passer au main event du show. Le main event du show, il opposait Elias et Jackson Ryker, Jeff Hardy et Ricochet dans un tag team match. C'est une victoire d'Elias et de Jackson Ryker en un peu plus de 8 minutes de catch. Personnellement, j'ai trouvé ça bien. C'est probablement le meilleur match par équipe qu'il y a eu à Main Event, hein. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas vu les anciennes versions de Main Event des années 2016-2017. Mais enfin voilà. Riker, il est bon à son rôle. Il a un très bon face-off avec Ricochet à la fin, même si malheureusement c'est Ricochet qui se fait pin. Mais bon, ça on s'y attendait parce que Hardy, je pense qu'il devrait se faire pin vu que le mec est complètement rouillé. Mais bon, voilà. Je pense pas qu'Elias et Riker soient une tag team pendant très longtemps. Ça me dérange pas. Je mets 3,25 parce que l'action est intéressante. Tu sens clairement que Jackson Riker est un mec talentueux. Et Ricochet MVP du match, voilà, le pauvre qui se fait enterrer semaine après semaine à main event qui prend des pins. Mais bon. Voilà, ça reste en soi, le match est vraiment bon et clairement c'est enfin, j'allais dire c'est le meilleur match du show, il y a que deux matchs en même temps, mais voilà, c'est cool à voir et pour un match de main event, c'est vraiment très solide, en tout cas pour un match de main event. Et du coup, voilà pour Main Event. Je vais maintenant passer. Vous avez vu, c'est très rapide. Je vais maintenant passer à WWE NXT. WWE NXT qui a commencé avec un quart de finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic masculin. On avait MSK, Nash Carter et Wesley, donc anciennement les Rascals du côté d'Impact, qui ont battu Drake Maverick et Killian Dane au bout d'11 minutes. Personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai mis la note de 3,25. C'est clairement cool pour un opener. J'aime beaucoup MSK. Depuis leur début à NXT, j'ai l'impression qu'ils vont être bien mis en avant. Ils ont des super moves assez inventifs qu'ils avaient utilisés pardon, déjà à Impact. Euh, c'est moi, ça marche toujours pour moi. En tout cas, ça a marché avec moi à Impact vers les Rascals. Alors je vois pas pourquoi MSK marcherait pas avec moi à NXT. Maverick et Dane, c'est pas une équipe assez intéressante mais ça reste deux bons performeurs sur le ring en tout cas, qui restent intéressants et qui donne un bon match ici. Voilà, pour moi c'est mon deuxième match préféré du show. Voilà, et c'est clairement un très bon opener qui couvre bien le show, qui va un peu bien pour ce qui va se passer par la suite en tout cas. On a eu ensuite un match pour le Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic, c'était un match du premier tour. C'était Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Alia et Jessica Mea, ça a duré 6 minutes, c'était un long squash hein, pour une victoire de Dakota Kai et de Raquel Gonzalez, que je trouve assez logique. C'était pas super intéressant, c'était prévisible. L'in-ring était pas incroyable, ça reste ok, voilà, ça reste cool, voilà. Rien de grand mémorable, voilà, juste un long squash, voilà, un trop long squash pour moi. Gonzalez reste montré très impressionnante. Hein. Raquel Gonzalez, tu sens qu'il y a du potentiel à NXT, tu sens qu'il y a du projet hein, derrière, dans les backstage pour Raquel Gonzalez, tu sens qu'il y a du projet, elle est montrée très impressionnante et moi ça me plaît en tout cas. Personnellement, je la trouve très très cool dans ce qu'elle fait. Et donc du coup voilà pour ce match hein, sur lequel il n'y a rien de bien intéressant à dire. Voilà, c'est 6 minutes de catch qui voit une histoire logique de Kai et de Raquel Gonzalez. On a ensuite un match de Tyler Rust qui est accompagné par Malcolm Bivens qui est son nouveau manager, c'est son manager, voilà Malcolm Bivens. Et Tyler Rust a squashé Dante Rios en 4 minutes. J'ai trouvé ça très cool. Voilà, franchement pour ce que c'était, j'ai trouvé ça intéressant. Personnellement ça allait. Moi j'ai mis 2 étoiles. J'ai trouvé vraiment ça cool pour montrer Tyler Rust à ses forces. C'est un bon catcheur technique. Tyler Rust, il réussit à gagner par soumission. 4 minutes de catch qui m'intéresse vraiment.
Après, le fait que ça dure que 4 minutes, voilà, je peux pas mettre plus loin que 2 étoiles, mais personnellement, en tout cas, ça m'a fortement intéressé. Ce match m'a bien intéressé. Voilà, c'est un squash basique. Tyler Rose va être montré de plus en plus fort à NXT et moi ça me plaît. S'il peut avoir un push, franchement, c'est un bon catcheur sur le ring et son association avec Malcolm Nivas lui fait beaucoup de bien. Euh, on va passer ensuite au dernier match du show qui concernait un Dusty Rhodes Tag Team Classic. C'était un quart de finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic masculin. C'était James Drake et Zach Gibson, donc les Grizzled Young Veterans, qui étaient opposés à l'équipe de Kushida et de Leon Ruff, qui avaient éliminé au premier tour Johnny Gargano et Austin Theory. Ce match a duré 10 minutes pour voir une victoire des Grizzled Young Veterans. Moi j'ai bien aimé le match, voilà, c'est sans plus, moi j'ai mis 3. Ça reste assez bien, un bon match par équipe. T'as le finish, t'as aucune construction, t'as un tag, t'as Drake qui arrive, il frappe Kushida, Kushida il tombe du ring, bam, tag team finisher sur Leon Ruff, il perd le match. Je suis pas fan du finish du tout, clairement. C'est un finish qui me fait enlever 0,25 en tout cas. J'étais à 3,25, je passe à 3. Ça reste bien, voilà. Le finish n'est pas construit, c'est très dommage. Mais très bonne performance de la part de Zach Gibson. En tout cas, Leon Ruff aussi a été cool. Pourtant, j'aime pas Leon Ruff. Kuchida, évidemment, Kuchida super, voilà. Pour le peu qu'on a vu de lui dans le match, en tout cas, c'était super. Tu sens clairement qu'ils ont voulu un peu le protéger dans son action in-ring et que Leon Ruff était plus mis en avant dans le match. Mais moi, ça me dérange pas, en tout cas. Et du coup, la victoire des Grizzled Young Veterans qui avance au prochain tour. On a eu ensuite une promo de Tony Storm. Tony Storm qui a clairement déclaré qu'elle voulait le titre féminin de NXT de Yoshirai. Et du coup, t'as Yoshirai qui arrive, qui dit qu'elle aime pas Tony Storm. Voilà, tu commences à avoir une bagarre. T'as Yoshirai qui prend l'avantage, t'as Martinez qui arrive, qui attaque Yoshirai. T'as Tony Storm qui arrive, qui dégage Martinez du ring et qui commence à tabasser Yoshirai dans le coin du ring. J'ai trouvé ça super. Et au final, t'as Storm et Martinez qui restent debout. Voilà. Euh, j'ai trouvé ça super. Tu vas avoir un triple threat match pour les sites féminins de NXT à NXT Takeover le 14 février. Franchement, ça me hype. C'est trois workers qui sont excellentes, surtout Storm et Shirai. Pour moi, Shirai et Storm, c'est les deux meilleurs workers de la division féminine de toute la WWE. Pour moi, c'est Shirai et Storm. C'est les deux meilleurs workers de in-ring de chez WWE. Donc je suis très content. Martinez aussi, c'est une workeuse qui est très bonne. Donc moi ça me hype fort. On risque d'avoir un match extraordinaire NXT Takeover. Moi ça me hype très fortement en tout cas de voir ce triple threat match. Et encore une fois enfin le segment est très bon et très intéressant. Et c'est Shirai ultra badass. Hein. Franchement Shirai ultra badass quand elle arrive. Là, j'adore Yo Shirai. Je marque. Voilà. Et du coup on va pouvoir passer ensuite au prochain match. Le prochain match c'est l'avant-dernier match du show. Il opposait Bronson Reed à Isaiah Scott, ça a duré un peu moins de 6 minutes. Personnellement, j'ai mis 3. Victoire de Bronson Reed avec son ami Splash. C'est un autre bon match pour builder très lentement, mais très sûrement. Le heel turn d'Isaiah Scott qui va arriver très prochainement. Voilà, ça va être intéressant dans le futur. Bronson Reed prend une victoire importante et dans ce match, je le trouve intéressant. Voilà, dans ce match, moi j'ai trouvé Bronson Reed intéressant, ce qui est assez rare quand même je le trouve intéressant, Bronson Reed. Donc, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je l'avais pas trouvé intéressant. J'espère que ça va durer avec lui. Mais voilà. Isaiah Scott, intéressant de voir ce qui va se passer avec lui, en tout cas pour un futur Ilter. Et donc, du coup, voilà pour ce match. On va passer au main event. Le main event, il opposait Finn Balor et Kyle O'Reilly, qui faisaient équipe, donc de manière inédite, contre Danny Burch et Neil Lorcan. C'est un match qui n'était pas pour les titres par équipe qui sont actuellement détenus par Burch et Lorcan. Ça a duré 12 minutes pour voir une victoire de Balor et d'O'Reilly. Vraiment un très bon match. Pour moi, c'est le meilleur match du show. C'est 3,5, un gros 3,5, des bons spots techniques. Lorcan et O'Reilly sont super intéressants quand ils catchent ensemble. En tout cas, l'un contre l'autre. J'apprécie beaucoup le fait que le match montrait plus Kyle O'Reilly que Finn Balor et Balor, il prend pas trop le spotlight de Kyle O'Reilly. Ça m'a fait plaisir de voir Kyle O'Reilly bien montré dans le match. Enfin voilà, c'est clairement très bon techniquement, rien à dire. Pour moi, c'est un gros 3,5 qui conclut très bien le show. Euh, et voilà, j'ai rien à dire. J'aime bien l'association Balor O'Reilly en équipe en tout cas. À la fin, ça se finit avec Balor et Undisputed Era qui célèbre sur le ring après avoir dégagé Lorcan, Burch, tout ça. Et bon voilà, victoire donc de Balor et O'Reilly. NXT était très bon cette semaine, moi j'ai vraiment bien aimé NXT. Je conseille très fortement le main event, l'opener et la promo de Shirai Storm Martinez qui était vraiment super. Voilà, mais les deux matchs en tout cas à conseiller pour moi c'est l'opener et le main event avec une préférence pour le main event. Et on va pouvoir passer désormais à NXT UK. Donc du coup
NXT UK qui a commencé avec un match entre Ben Carter et Sam Gradwell. Ça a duré 7 minutes 30 pour finalement voir une victoire de Ben Carter que je trouve assez logique. J'ai mis 3 étoiles, voilà, personnellement, je suis pas du tout intéressé par Sam Gradwell, mais faut reconnaître que Ben Carter est super intéressant et peut donner de très bonnes performances. Et personnellement, moi j'ai trouvé ça assez intéressant ce qu'il a fait sur le ring, comme d'habitude. Voilà, Ben Carter, très bon catcher, qui va être bien bouclé, je l'espère, du côté de NXT UK. Et voilà, c'est assez court, ça dure un peu plus de 7 minutes, mais franchement, ça reste très très cool pour ce que c'était. Un bon match pour mettre en avant Ben Carter après ses débuts du tonnerre contre Jordan Devlin dans un match que j'avais adoré pour le Cruiserweight il y a quelques semaines. Et Sam Gradwell, on s'en fout s'il perd, donc voilà, puis en plus ça lui donne un bon match. Donc, il était même meilleur que son match contre Tyler Bate, j'ai trouvé. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un 3. On va passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, il opposait Chas Samuels à Josh Morrell. Euh, Personnellement, j'ai bien aimé le match. Ça m'a pas investi, hein, ça m'a pas investi. J'ai bien aimé Chas Samuels quand il a affronté Djokovic du côté, il y a quelques semaines, du côté de NXT UK. Il s'appelait Ed Harvey d'ailleurs, il s'appelait Ed Harvey encore, enfin il s'appelait Ed Harvey à l'époque, enfin pour ce match contre Djokovic. Maintenant il s'appelle Chas Samuels comme il peut s'appeler dans l'Indie UK. J'en avais parlé lors de ma review de ICW Fight Club 156 il y a pas longtemps. Mais ça, c'était pas intéressant. Pour moi, c'était pas intéressant. L'action est bien faite. L'action est bien faite. J'ai un contre le bon catcher, voilà. Mais quand le match dure 5 minutes et que c'est un peu trop long pour ce que c'est qu'il y a un problème. Pour un match aussi court, c'est qu'il y a un gros problème quand même. Euh, Moi, je mets 2,5 personnellement parce que je trouve malheureusement ça trop long. Et c'est dommage de dire ça d'un match d'un peu plus de 5 minutes. Et après, chez Samuels me plaît et je reste persuadé qu'il va avoir de très bons matchs du côté de NXT UK dans le futur. Là, c'était contre un jobber, ça me dérange pas. Voilà, mais c'est 2,5, clairement, c'est le moins bon match du show. Et du coup, on va passer au main event. Le main event, c'était un four-way elimination tag team match euh, pour, euh, pour déterminer les challengers numéro 1 au championnat par équipe de NXT UK. Il est tenu par Gallus, donc Wolfgang et Mark Coffey depuis déjà plus d'un an. Du coup, c'est une victoire de Prince Lee. D'abord, tu as The Hunt qui se fait éliminer. Ensuite, tu as Ashton Smith et Oliver Carter qui se font éliminer. Et à la fin, tu as Pretty Deadly qui reste avec Flash Morgan Webster et Mark Andrews et qui élimine Webster et Andrews. Euh, Personnellement, je suis pas content de la victoire de Pretty Deadly. Pour moi, c'est l'équipe qu'il fallait surtout pas faire gagner. J'aime pas Pretty Deadly, mais je peux pas. Je les trouve inintéressants, sans charisme, chiants, de mauvais heal. Je peux pas, Pretty Deadly, je peux pas. J'aurais voulu voir The Hunt gagner pour avoir leur revanche, clairement. C'est les premiers qui se font éliminer, je me suis dit bon, ils vont faire gagner Webster et Andrews. Et je les ai vus à la fin, je me suis dit bon, ok, pourquoi pas. Et bah non, en fait, ils ont fait gagner Pretty Deadly, le match va pas m'intéresser, j'espère de tout cœur que Pretty Deadly vont pas devenir champion, parce que quelle horreur cette équipe. Moi je peux pas, je supporte pas Pretty Deadly, ils sont chiants. Même sur le ring, c'est pas fou. Si encore sur le ring ça allait, ok, mais c'est pas fou sur le ring, donc voilà, si le match dure 22 minutes, c'est bien. Personnellement, j'ai mis 3,25, c'est un bon main event. J'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins, voilà. Ça reste assez bien construit, malgré que pour moi, les vainqueurs sont pas les bons. J'aurais trouvé ça peut-être plus logique de voir Zwan gagner et de tu fous un match no DQ tu fous un match no DQ contre Gallus vu que c'est un rematch, vu que c'est leur deuxième affrontement, mais voilà. En tout cas, ce NXT UK n'était pas très intéressant, personnellement, j'ai trouvé. C'est le main event qui a conseillé, mais même à ça, le main event n'est pas super, quoi. Le main event n'est pas super intéressant. Du coup, on va pouvoir passer désormais à 205 Live. Donc, 205 Live, je vais y passer rapidement. Il y a eu que deux matchs, c'était pas un 205 Live super intéressant, malheureusement. Malgré que l'opener, je l'ai trouvé super. Voilà, l'opener, c'était un triple threat Aria Daivari contre August Grey contre Jake Atlas, qui a vu une victoire de Aria Daivari au bout de 11 minutes. Je suis très content qu'Aria Daivari prenne la victoire. Il avait besoin d'un peu de momentum à 205 Live. Là, il te sort un super match. Ça m'a vraiment investi. C'est vraiment le type de match que des gens vont pas spécialement adorer à 205 Live, mais que vu que c'est 205 Live, bon, je trouve ça super intéressant. Et enfin, personnellement, j'aime bien les trois catchers, j'adore même les trois catchers qui sont sur le ring, surtout Aria Daivari. J'ai une grosse préférence pour Aria Daivari quand même si j'aime beaucoup Jake Atlas et ça va, Just Grey, ça va, je le trouve intéressant dans ce qu'il fait. Mais en tout cas, le heel work de Daivari, c'est basique, mais super intéressant, charismatique. J'ai rien à dire. Voilà. Je pense que c'est le bon mec qui a gagné. Je pense qu'il fallait faire gagner des varis, vu que tu protèges bien Grey dans la défaite, il se prend le finisher d'Atlas, puis il se prend le finisher de Devari après que Devari ait dégagé Atlas. Moi, j'appelle ça protéger quand même dans la défaite. Auguste Grey, c'est logique que ce soit pas non plus Jake Atlas qui prenne le pin parce qu'il faut pas déconner. Mais t'as eu de la très bonne action avec Jake Atlas qui a carré une grande partie du match. Et
Voilà, clairement, même Auguste Grey est super dans le match, tout le monde est super, tout le monde brille, et pour moi, c'est un gros 3,5 parce que moi, personnellement, ça m'a vraiment, vraiment plu, et j'ai été bien investi pendant les 11 minutes. Du coup, on va passer maintenant au main event du show. Le main event du show, c'était le dernier match du premier tour du Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin. Tu avais Ember Moon et Shotzi Blackheart contre Marina Shafir et Zoe Stark, ça a duré 8 minutes. J'ai pas trouvé ça fou, moi j'ai mis 3 étoiles, c'était bien. Euh, Encore une fois, le main event de 205 Live est ruiné par le Dusty Rhodes Tag Team Classic, hein, malheureusement. C'est dommage de voir ça. Bon, j'ai pas envie de voir de Dusty Rhodes Tag Team Classic à 205 Live, hein, j'ai envie de voir du catch cruiserweight qui va te builder des trucs. J'ai pas envie, même si ça te build rien, je m'en fous. J'ai pas envie de voir un Dusty Rhodes Tag Team Classic gâcher certains très bons combats qu'on pourra avoir à 205 Live, notamment je pense à des mecs comme Tony Nix qui sont du coup pas utilisés. Mais voilà. Ember Moon fait une solide performance contrairement à sa partenaire d'équipe Shotzi Blackheart qui a même botché sa séquence de finish. Voilà, Shotzi Blackheart elle a botché son finish quand elle voulait dégager Zoe Stark là. Marina Shafir, pardon. Elle a voulu dégager Marina Shafir, elle a loupé sa souplesse, du coup les deux ont roulé hors du ring. Shotzi Blackheart, elle était perdue, elle a fait des coups d'avant-bras, il n'y avait pas d'impact à l'extérieur du ring, c'était vraiment toute la séquence de finish de Blackheart est botchée pour voir finalement Ember Moon gagner le match de manière assez logique, mais Blackheart a complètement bolgé son finish et du coup le finish est mauvais. Voilà. Donc je mets 3 étoiles. Ça aurait peut-être pu être un 3,25 si le finish avait été mieux, mais même à ça c'est pas super intéressant, ça dure que 8 minutes. Et voilà, ça conclut un 2-5 Live assez décevant. Encore une fois à cause du Dusty Rhodes Team Classic, mais l'opener est vraiment vraiment super. L'opener, le triple threat d'opener, je le conseille vraiment, c'était vraiment super. En tout cas personnellement j'ai adoré. Euh, je pense qu'il y a même moyen que ce soit mon match préféré de la semaine chez WWE, hein, clairement. J'en parlerai tout à l'heure dans mon top 3 WWE de la semaine de toute façon. Et du coup, avec ça, c'est la fin de Tova Live. On va pouvoir passer au dernier show que je vais reviewer. Et je vais parler donc de WWE SmackDown, donc qui a commencé avec une promo de Daniel Bryan. Alors Daniel Bryan fait une promo super intéressante dans laquelle il continue de parler de son Royal Rumble qui va se dérouler dimanche, du Royal Rumble qui va se dérouler dimanche, et il dit qu'il va gagner, que c'est la seule chose qu'il a pas gagné, tout ça, il continue, il fait son même speech habituel chaque semaine, il est super Daniel Bryan dans ce qu'il fait, super work de babyface, il te hype bien pour ce qui va se passer au Royal Rumble, et t'as AJ Styles qui l'interrompt, finalement c'est AJ Styles qui l'interrompt, et tu finis sur une annonce d'un match un contrat entre les deux, voilà, tu finis sur une annonce de match un contrat entre les deux, qui me hype fortement, là je vois ça, je me dis oh là là, si c'est aussi bon que ça avait été en juin dernier, là, t'as le SmackDown du 12 juin, bah, j'en avais parlé de toute façon dans mon top 50 dans mon top 50 des meilleurs matchs de l'année 2020. AJ Styles contre Daniel Bryan l'année dernière, c'est le meilleur match de WWE et c'était la finale du tournoi pour le championnat intercontinental dans un SmackDown. Voilà, dans un SmackDown en milieu de carte. Fantastique. Oh, j'avais mis 4 3 quarts, on m'en rappelle. Et là, du coup, je suis bien hype en tout cas. Et la promo est super. T'as Daniel Bryan qui finit en disant que AJ Styles doit pas amener Omos au match s'il est vraiment un homme et tout. Et, j'adore ce qui se passe entre les deux. Et AJ Styles et Bryan, c'est une affiche qui pourra toujours me hype au ciel, même si les deux mecs seront pas utilisés de la meilleure des manières. Et, surtout AJ Styles en soi, même si il est quand même bien utilisé, il n'y a pas de souci. Mais enfin voilà, ça pourra toujours me hype un match entre AJ Styles et Daniel Bryan, et moi je vois ça, je me dis oh là là, qu'est-ce que ça va être bien. Et du coup, voilà pour cette petite promo d'opener qui débouche sur un petit match ensuite entre Bianca Belair et Bayley qui voit une victoire de Bianca Belair au bout de 11 minutes. Je trouve le storytelling super, personnellement j'ai mis 3 étoiles parce que l'in-ring est pas fantastique, voilà. Le storytelling est vraiment super. En soi c'était un bon match, le storytelling est logique, voilà, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup le heel work de Bayley dans le match. Ça build très bien Bianca Belair pour être une des favorites pour le Royal Rumble dimanche. J'ai adoré sa réaction post-match aussi, Bianca Belair qui dit ouais c'est des plus grosses victoires de ma carrière et tout. Et elle est super contente d'avoir gagné, franchement tu la sens, elle est super souriante et tout. Et j'ai adoré sa réaction post-match Bianca Belair par rapport à sa victoire contre Bayley. Et en toi le match reste bien cool, voilà. C'est pas trop long personnellement, je me suis pas fait chier durant le match, voilà, 11 minutes mais pas trop long. Moi j'ai mis un bon 3 étoiles, voilà, pour moi ça reste le deuxième meilleur match du show en tout cas. Du coup, on passe ensuite à un match entre King Corbin et Dominique Mysterio. Donc, tu as Rey Mysterio à la table des commentateurs, aussi au passage. Euh, King Corbin contre Dominique Mysterio, ça dure un peu moins de 5 minutes pour voir une victoire de King Corbin avec son End of Days. Mysterio, il tient un peu plus longtemps que la semaine dernière. Il avait tenu environ 2 minutes contre Corbin la semaine dernière. Là, il a tenu quasiment 5 minutes. Il y a du progrès pour Dominique Mysterio. J'ai mis un 75, rien de bien intéressant. C'est la même chose qui est montré que la semaine dernière, mais en un peu plus long. Voilà.
C'est pas fou, clairement. C'est clairement pas fou ce qui s'est passé entre les deux. Pourtant, c'est deux catcheurs qui sont très cool à voir sur le ring, mais moi, ça m'a pas intéressé foncièrement des matchs. Voilà, pour moi, c'est un 75. C'est le moins bon match du show, clairement. Voilà, c'est pas ouf. Pas ouf du tout, loin d'être très intéressant, ça dure que 5 minutes en même temps. Et heureusement que ça n'a pas duré plus longtemps. En tout cas, voilà, pour moi, c'est 1,75 pour ce match. Ensuite, tu as une grosse promo face-off entre Roman Reigns et Kevin Owens pour hyper leur match du Royal Rumble ce dimanche. Une promo que j'ai trouvé super intéressante, t'as un super heel work de Roman Reigns dans la promo qui commence à vouloir entrer dans la tête de Kevin Owens et tout, c'est super. Il lui dit ouais, ton père c'était un homme intelligent et tout, et toute ta famille c'est des hommes intelligents, et toi pourquoi tu comprends pas que dans tous les cas tu vas perdre au Royal Rumble, et moi je trouve ça super ce que fait Roman Reigns dans sa promo en tout cas. Moi ça m'a bien accroché en tout cas, je suis hype par leur match du Royal Rumble, j'avais adoré à TLC, j'avais bien moins aimé SmackDown dans le Steel Cage, mais leur TLC match j'avais adoré vraiment. J'avais trouvé ça vraiment super en tout cas. Enfin voilà, la promo là est très longue, mais très très bien construite, très très bien amenée, très très bien délivrée par les deux hommes. Tu as un Owens qui a un super work de babyface, Roman Reigns détestable. Franchement super. Pour un Go Home Show, pour une hype de Go Home Show de Royal Rumble, super, super bien fait. Là clairement c'est pour moi la meilleure chose que tu as eu à SmackDown en termes hors le Styles Bryan juste après. Mais voilà. Du coup, voilà pour cette promo. On va passer justement au Styles Brand. Styles Brand qui était quand même décevant. Donc super. J'ai mis 3,25. Hein, j'ai mis 3,25. Mais qu'est-ce que c'était bien. J'ai failli mettre 3,5, mais t'as un finish avec DQ qui est super dommage. Qui est super dommage, qui arrive au bout de 12 minutes. T'as Cesaro à la table des commentateurs, t'as un peu des interventions de tout le monde, t'as Sami Zayn qui arrive et tout. T'as Biggie qui arrive. Enfin voilà. C'est un très bon match. À chaque fois qu'ils sont sur le ring ensemble, c'est intéressant, mais le finish est mauvais. Et c'est pour moi, tu leur donnes toute la fin du show là, tu leur donnes les 20 minutes après qu'il y a dans le show, c'est un classique. Le match, ça partait pour être un classique, c'est clair. Et ce sera pas comme leur match de titre intercontinental en 2020. Je mets 3,25, mais tu leur donnes 20 minutes de plus et je finis plus par terre, c'est sûr. Tu le sens, tu le sens. Je sais pas comment dire, c'est indescriptible, mais tu le sens que tu vas finir le cul par terre dans 20 minutes. Et dommage que ça se finisse par DQ parce que clairement j'espérais voir quelque chose de bien mieux. Voilà. Et après, j'ai pas vu SmackDown en direct, hein, j'étais devant Game Changer Wrestling à ce moment-là, mais ça m'aurait vraiment déçu, vraiment bien plus déçu si j'avais vu en direct, je pense. Donc voilà, ça a dû jouer également dans la note. J'ai dit Game Changer. Game Changer, Fight Forever, j'ai regardé 13 heures de direct. J'ai regardé les 13 premières heures de direct de Fight Forever, qui est un show de 24 heures de Game Changer, voilà, pour ceux qui savent pas. Mais du coup, là n'est pas le sujet, mais voilà. Du coup, j'aurais été plus déçu si j'avais regardé le match en live, entre Styles et Bryan. Et après, tu débouches sur un 3 contre 3, Biggie, Bryan et Nakamura contre Styles, Cesaro et Zayn, qui se refinit par DQ au bout de 10 minutes. C'est nul, c'est nul. Le booking est nul. Je comprends pas. T'as des interventions, t'as Otis qui arrive, t'as Morrison, t'as le Miz, t'as Sheamus d'un seul coup, il se ramène en plein milieu, il te tape un 10 man, mais en fait, ça, je comprends pas. Tu arrives sur un 5 contre 4 et d'un seul coup, en plein milieu du truc, tu as Sheamus qui arrive, et tu débouches sur un 5 contre 5 pour finir le show. Victoire de Biggie, Bryan, Otis, Sheamus et Nakamura. Mais je m'en fous, mais d'une force. Oh, t'as des bons échanges, t'as tout ce que tu veux, t'as Cesaro, t'as Nakamura sur le ring, t'as même Otis qui fait des trucs super là, quand il arrive, qui commence à souplex Morrison, j'ai adoré. Mais non, c'est pas bien clairement. Et j'aurais préféré pour ça voir direct une grosse promo en début de show, t'as tout le monde qui se ramène, tu finis sur un gros 10 man de 20 minutes, et le 10 man est super. Ça aurait été bien un peu logique que de hype pour rien, pour un Brian Styles qui reste quand même super malgré le fait que ça se finisse en DQ. Mais voilà, je trouve ça très dommage. Personnellement, j'ai mis 2,25 hein, au segment 6 man, 10 man tag. J'ai compté tout ensemble. Hein, j'ai mis 2,25 parce que c'est booké comme de la merde. Dean Ring est bon, mais je peux pas mettre plus. C'est vraiment très très mal booké. Et du coup, ça finit SmackDown d'une très mauvaise manière, selon moi. Euh, En tout cas, voilà pour ce SmackDown. Pour moi, SmackDown était quand même très bon. Hein, pour un Go Home Show très bon. Faut rattraper la promo Reigns Owens qui est superbe. Et le Brian Styles pour moi. Et s'arrêter après la DQ. Hein, pas finir avec le 10 man, tout ça. Juste le Brian Styles, 12 minutes. Super catch. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'il faut rattraper du show en tout cas. Je vais passer désormais à mon top 3 de la semaine de WWE pour finir cette vidéo, en tout cas des matchs.
Et en numéro 3, je vais justement parler de Daniel Bryan contre AJ Styles. Voilà, pour moi, c'est le troisième meilleur match qu'on a eu cette semaine chez WWE, Daniel Bryan contre AJ Styles. Tu leur donnes 20 minutes de plus, c'est un classique. Voilà, clairement, c'est deux catcheurs fantastiques, c'est pas étonnant, voilà. Et dommage pour le finish. Vu que j'en ai parlé juste maintenant, je vais pas en remettre des caisses sur le match. Mais du coup, je vais parler maintenant de mon numéro 2. Le numéro 2, pour moi, c'est le triple threat de 205 Live, où t'avais Arya Daivari qui a battu Auguste Grey et Jake Atlas en 11 minutes. J'ai trouvé ça super. Très bon triple threat. Je suis content de voir un match de 205 Live dans mon top. C'était plus arrivé ces dernières semaines. Je suis très content parce que 205 Live, c'est vraiment, en tout cas, le show qui m'intéresse le plus chez WWE, le show que j'adore le plus. Voilà, 205 Live, j'adore 205 Live. Et je suis content de voir ce match et clairement, ça montre clairement le talent que les trois catcheurs ont, surtout Arya Daivari qui prend la victoire et qui commence à reprendre un bon booking. Et mon match préféré de la semaine chez WWE, c'était le main event de NXT, c'était le match par équipe, Finn Balor et Kyle O'Reilly contre Neil Orkan et Danny Burch. Personnellement, j'ai adoré le match, très très bon techniquement, rien à dire. Quand tu vois les catcheurs, techniquement, bon, y a rien à envier. Voilà, Balor, O'Reilly, Lorcan, super, hein, clairement, sur le ring. Voilà, Kyle O'Reilly et Lorcan sont super quand ils sont l'un contre l'autre. Même Balor est super. Voilà, tout le monde est super. Clairement, ça donne, en tout cas, le meilleur match de WWE de la semaine selon moi. Et du coup, voilà pour cette vidéo résumée de WWE de la semaine du 25 au 31 janvier 2021. Comme vous l'avez vu, elle était un peu plus longue que d'habitude parce que j'ai rajouté un show qui est Superstar Spectacle. Voilà, c'était beaucoup plus long, même que d'habitude, une dizaine de minutes plus long. Mais voilà, du coup, je devais parler de Superstar Spectacle qui a eu lieu cette semaine. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, d'ici ma review du Royal Rumble que je sortirai très bientôt, en tout cas 1 ou 2 jours après la diffusion du show, et d'ici mon résumé WWE de la semaine prochaine, je vous dis à la prochaine.